Clap! Hello, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler de l'affaire de la tuerie de la Poste. Accrochez-vous bien. Au moment où je tourne cette vidéo, nous avons dépassé les 1000 abonnés sur la chaîne. Merci énormément d'être de plus en plus nombreux à commenter, à partager les vidéos, à les aimer et à vous abonner. Merci énormément. Donc petit aparté en début de vidéo. Merci également à la chaîne Satsujin qui a partagé du coup dans ses petits coups de pouce la chaîne. J'avais pensé du coup faire une vidéo un petit peu spéciale pour marquer le coup des 1000 abonnés. Je vous laisse me mettre dans les commentaires des suggestions. J'avais également publié ça sur Instagram, quelques idées qu'on m'avait suggérées. Donc n'hésitez pas voilà, à me contacter, à m'envoyer un petit message ou à mettre un commentaire pour me suggérer une idée de vidéo. Ensuite je mettrai des sondages sur Instagram pour que vous puissiez choisir quel type de vidéo bonus il y aura sur la chaîne. Je suis désolée si je brille pendant la vidéo, j'ai extrêmement chaud dans mon appartement qui se trouve être sous les toits. Voilà. L'affaire de la tuerie de la Poste démarre le 19 décembre 2008 dans le village de Montréal-Lacluse. Aux alentours de 9h15 le matin, des habitants vont passer la porte de la petite poste du village, qui se trouve être également un accès à la billetterie de la SNCF. La personne qui accueille les clients dans cette petite poste est une certaine Catherine Burgod Arduy, que l'on surnomme également Cathy. Elle est âgée de 41 ans, mère de 2 enfants et en attend également un troisième. Elle est actuellement enceinte de 5 mois. L'agence est normalement ouverte depuis 1 heure, mais il n'y a personne. L'ébéniste du village qui est venu récupérer un paquet ne trouve personne. Alors il va regarder au guichet, il va commencer à se racler la gorge, essayer de faire un petit peu de bruit, voir un petit peu dans la pièce principale. Mais personne, rien, personne n'arrive. Il va donc finir par passer derrière le comptoir et aller au niveau de la seconde porte qui se trouve être une cuisine où il y a également le coffre-fort avec l'argent. Voilà, ça arrivait que Catherine soit à l'arrière en train de faire des petites choses et elle a pu ne pas entendre. D'autant plus que l'homme s'inquiète puisque cette femme enceinte de 5 mois aurait pu avoir un malaise ou avoir un problème. L'ébéniste va la découvrir gisant sur le sol, trempée de sang, une scène glaçante et il appelle immédiatement la police. Ce qu'il faut savoir c'est que on est dans un petit village. Les informations vont vite dans ce village. Tout de suite, les gens vont penser à un suicide. Effectivement, Catherine, malgré tout, avait des passages à vide et certaines fois des envies suicidaires. Certains vont se dire qu'elle avait réussi son coup. Le médecin légiste qui va rentrer dans cette pièce confirmera que ça n'est pas un suicide, mais bien un meurtre. Montréal-Lacluse se retrouve noyé avec des policiers qui vont venir dans tout le village chercher des preuves et investir la poste. En combinaison, en fait, les gens vont dire que vraiment c'est ça qui les a aussi marqués. C'est qu'en fait, ils étaient tous habillés en combinaison comme dans les films en fait. Cette femme est morte de 28 coups de couteau. Certains dans les poumons, d'autres dans les côtes et encore d'autres dans la gorge. Le coffre est également vide, enfin il a été vidé en tout cas, il manque 2600 €. Il semblerait qu'il y ait des empreintes digitales ensanglanté sur le coffre et également sur un sac de sport qui a été retrouvé à proximité. C'est sans doute le meurtrier qui l'aurait oublié. On retrouvera sur le portable de Cathy à 8h37 un message qu'elle a envoyé à une de ses amies en lui disant « On va super bien, bisous, Cathy », en parlant d'elle et du bébé. Toutes ces informations vont donc dire que le meurtre a été commis entre 8h37 et 9h05. Tout de suite, l'enquête va commencer sur les chapeaux de roue. Tout va être lancé très rapidement. Des examens de la scène de crime sont lancés. Tout ce qui a été retrouvé va être examiné. Les gens du village vont être interrogés et tout est passé au peigne fin. L'une des personnes qui va être les premières interrogées, ce sont les proches. Notamment l'ex-mari de Catherine, puisque Catherine était en plein divorce. La veille du meurtre, celui-ci avait rendez-vous avec une nouvelle
petite copine. Malheureusement, celle-ci l'avait appelé, lui avait dit qu'elle voulait qu'il rompe. Il y est donc allé, il est allé la voir, elle a quand même rompu avec lui et il est rentré chez lui. À ce moment-là, la police va se dire qu'effectivement Étienne, le coupable, il était profondément amoureux de Catherine, elle l'a quitté pour être enceinte d'un autre homme et là il se fait quitter par une autre femme. Voilà, il a perdu les pédales, il est parti en vrille et a commis un meurtre. D'autant plus que sa voiture a été vue à 8h15 sur le parking et les informations sur son ordinateur montreront qu'à 9h05, il s'est connecté à internet depuis chez lui. Entre ces deux horaires, il aurait pu commettre le meurtre. Autre fait troublant de la part de l'ex-mari, c'est qu'il a appelé un de ses collaborateurs pour prévenir que le briefing de demain n'aurait pas lieu. Apparemment, c'était la première fois qu'il annulait un briefing. Ça aussi, ça paraît un petit peu troublant. Une chose cloche, et c'est pour cela qu'il va être totalement blanchi, entre guillemets. L'ADN qui a été retrouvé sur le coffre, ensanglanté, la main, comme je vous l'ai dit, ainsi que sur le sac de sport retrouvé, n'est pas le sien. Ça ne matche pas. Ça n'est donc pas lui. Le 26 décembre 2008, une foule est venue pour rendre hommage à Catherine. Ça sera son enterrement religieux à Montréal-Lacluse. Mais ça sera aussi l'occasion aux proches de la famille de zioter tout le monde, puisqu'actuellement un tueur est dans la nature. Deux femmes du village qui se rendaient au cimetière afin d'aller sans doute sur l'une des tombes ont rencontré un homme assez étrange. Un homme qui semblait avoir pleuré à côté de la tombe de Catherine. C'est Gérald Thomasin qui a obtenu un César en 1991 avec le film Le Petit Criminel. Mais cet auteur a eu une vie pas très facile, disons, et par la suite il a très vite chuté dans la toxicomanie. Il s'est installé il y a peu dans le village de Montréal-Lacluse, à proximité de la Poste. Cet homme avait des propos assez étranges et semblait bien s'y connaître concernant le meurtre de Catherine. Il avait une espèce d'obsession pour ce meurtre, tellement étrange que ces deux femmes se seraient dit que peut-être c'était lui le criminel. Le 6 février 2009, les experts vont donc se rendre chez Gérald Thomasin, un appartement assez glauque nommé La Grotte par ses amis. Ils vont faire des examens, passer cet appartement à la lumière qui permet de voir les taches de sang. Ils retrouveront beaucoup de sang à plusieurs endroits dans son appartement et vont lui poser des questions par rapport à ça. L'homme aurait dit que c'était parce qu'en fait, en faisant un sandwich, il s'est coupé, plutôt beaucoup, et que ça avait carrément pissé le sang. Il en a mis partout et les voisins du dessus confirmeront qu'ils l'ont bien amené aux urgences. Ok, jusque-là ça paraît logique. Il leur montrera même le couteau avec lequel il s'est coupé. Mais à partir de ce moment-là, il commencera à être carrément dans le collimateur de la police. Le 4 mars 2009, Gérald est placé en garde à vue. Il n'y a aucun élément hormis la suspicion des enquêteurs qui pourrait l'incriminer, mais il a quand même des propos très étranges. Donc la police veut éclaircir tout ça. Il n'avouera rien, mais aura des théories assez étranges sur le meurtre. L'ADN retrouvé dans la poste n'est pas non plus le sien. Le 24 juillet, l'ex-mari verra Gérald en train de rentrer chez lui. Il va décider de le suivre jusqu'à son appartement, se coller à lui, rentrer dans son appartement avec lui et le menacer. Ils en viendront presque aux mains et en fait l'ex-mari va vraiment le menacer, lui dire que c'est lui qui l'a fait, qu'il l'avoue, qu'il faut qu'il avoue. Gérald dira que c'est pas lui, que voilà, il comprend pas pourquoi on l'accuse mais ça n'est pas lui. L'ex-mari va lui dire mais oui mais pourquoi la police en a après toi? Lui va dire mais je comprends pas, je ne sais pas. Et suite à ça il va lui dire écoute, tu ferais mieux de partir. C'est ce que Gérald va faire, il va partir et déménager. Tout de suite après, il fera ses affaires et décidera de quitter Montréal-Lacluse. Il va partir pour la ville de Rochefort. Le 19 décembre 2009, une marche blanche est organisée en mémoire de Catherine. Ce sont près de 250 personnes qui sont venues lui rendre hommage. Suite au départ de Gérald, Tintin, un de ses vieilles amis qui n'a plus trop de contact avec lui, il va décider d'appeler la police en leur disant qu'il a quelque chose à leur dire par rapport au crime qui a été commis à la poste. Apparemment, Gérald avait pour projet de commettre un braquage, puisqu'effectivement c'est un homme qui vivait du RMI, qui était assez pauvre malgré tout, après avoir tourné dans plusieurs films. Il avait tendance à tout flamber et retomber dans la pauvreté directement, donc c'était assez compliqué à vivre pour lui les hauts et les bas, et donc il avait pour projet de commettre
un méfait, voilà, pour gagner de l'argent. Mais il pense pas que ça soit quelqu'un qui est méchant, qui aurait pu vraiment tuer cette personne, simplement, voilà, il voulait leur dire qu'effectivement il avait mimé un braquage avec une cagoule et qu'il se souvenait de ça. En juin 2013, Gérald va être placé sous écoute et il sera de nouveau convoqué pour une garde à vue. Suite à cela, il va appeler son frère éméché. Il va lui confier, voilà, écoute, il faut que je te dise, mais je pense que je vais dire que c'est moi. Je vais dire que c'est moi qui ai tué Catherine. Son frère va lui dire, mais arrête, enfin voilà, t'es complètement sous, t'es pas lucide, arrête. Et il va dire, si. J'ai tué Catherine, je vais dire que je l'ai tuée. Cette conversation écoutée va vraiment convaincre la police que c'est lui qui l'a fait. C'est donc le 26 juin 2013 qu'il est placé en garde à vue. La police lui demande pourquoi est-ce qu'il a fait ça, pourquoi est-ce que c'est lui qui a commis le crime. Il va dire que c'est pas lui, que c'est toujours pas lui en fait qui a commis le crime. Et la police lui dira qu'elle tient les enregistrements où il dit qu'il l'a tué. Il dirait qu'en fait il a dit ça parce qu'il était trop sous pression, les gens lui disaient trop que c'était lui mettrait trop la pression et qu'il a craqué. Et il continuera à nier. Le 29 juin 2013, Gérald Thomasin est mis en examen. Il est mis en examen pour vol avec arme et homicide volontaire. Mais il continue à clamer son innocence. Il aurait dit pendant la conversation mot pour mot « Elle a trop parlé, je l'ai tuée ». Le 11 juillet 2013, il est placé en détention provisoire. Une détention provisoire qui va durer, puisque ça sera en juin 2016 qu'il sera libéré sous contrôle judiciaire. La durée de sa détention provisoire a été quand même jugée trop longue pour quand même quelque chose dont on l'accuse où il n'y a aucune preuve. Il va faire une tentative de suicide, une nouvelle dans sa vie, il va se défenestrer par sa fenêtre de cuisine. Suite à cela, il sera soigné et puis placé dans un hôpital psychiatrique. Nouveau rebondissement dans l'affaire, un certain nain va contacter la police en disant de bien faire attention à ce Gérald. Cet homme qui a déjà des antécédents judiciaires a tendance à pas trop se mêler des affaires de la police et a tendance à pas trop traîner avec la police de manière générale. La police va donc chercher un petit peu à creuser et lors d'une conversation informelle qu'un policier aura avec ce certain nain, il va lui confier qu'il était dehors avec Tintin pendant que Gérald était dans la poste le jour du crime. En mars 2017, Nain est mis en examen pour complicité de meurtre et incarcéré. L'ADN retrouvé à la poste n'est pas non plus le sien. Mais ne vous inquiétez pas, on est sur le point d'avoir cette réponse. C'est en 2018 qu'un homme sera de nouveau mêlé à cette enquête. Il s'appelle Mamadou Diallo, il a 29 ans, il a une vie bien rangée et semble ne pas avoir du tout un profil qui pourrait convenir à ce meurtrier, mais son ADN va matcher. Effectivement, en 2016, il aurait dérobé une carte bancaire pour faire un retrait d'argent. Cette femme à qui il a pris la carte bancaire a porté plainte. Suite à cela, ses empreintes ont été relevées et les empreintes ont matché avec le fichier. Et ce sont ces empreintes qui ont été retrouvées sur la scène de crime. Enfin, nous avons les empreintes de la personne qui a commis le crime. Enfin, peut-être. Ou peut-être pas. Ses proches à Mamadou seront vraiment surpris parce que voilà, il participait à la vie locale, il jouait au foot tous les dimanches avec le club de Montréal-Lacluse, voilà, il avait une famille, je crois qu'il était sur le point de se marier, donc c'est assez étrange et ses proches sont tout à fait choqués de ce qui arrive. Mais la preuve est irréfutable, c'est l'ADN qui a matché. Mamadou va être interrogé et la police va lui demander s'il a déjà été à la poste de Montréal-Lacluse. Il dira que oui, il y a été 2 fois, dont une avec sa mère il y a longtemps, et il y a été une autre fois, en décembre 2008. Il est entré, mais il n'y avait personne. Il dira qu'il a été dans la pièce du fond, il a vu une femme sur le sol qui était déjà morte, et il est parti. Mais la police va lui dire que son ADN a été retrouvé à 2 endroits sur la scène de crime, sur le coffre, ainsi que sur le sac de sport. Mamadou va donc avouer que ce jour-là, il n'a pas fait que juste voir le corps, mais il a également dérobé de l'argent à l'intérieur du coffre. Il aurait touché tout d'abord le cadavre pour savoir si elle était encore en vie. Ensuite, il aurait pris de l'argent. C'est à ce moment-là qu'il aurait mis son ADN sur le coffre. Et il se serait essuyé les mains avec le sac de sport. Je vous laisse mettre vos théories en commentaire, vraiment. Ça m'intéresse. Donc, ok. Ça, c'est ce qu'il dit avoir fait. Il avait honte d'avoir dérobé de l'argent, mais il ne l'a pas tué. En simultané, on va dire, à Rochefort, Gérald est prévenu par un des collaborateurs
de son avocat que quelqu'un a été mis en examen pour le meurtre de Catherine et qu'effectivement il semblerait que ça soit lui puisque c'est son ADN qui a été retrouvé sur la scène de crime. Gérald est vraiment soulagé par cette nouvelle information, il dit voilà j'étais sûre qu'ils allaient trouver qui c'était. Mais attendez, c'est pas la fin de cette affaire. Le 29 août 2019, tous les accusés sont convoqués. On parle donc de Nain, Gérald ainsi que Mamadou. Mais Gérald n'est pas là. Son avocat est sur place, il essaye de l'appeler, mais il comprend pas, il n'est pas là. Il est pourtant bien parti de chez lui, puisqu'il a été verbalisé à 10h18 parce qu'il n'avait pas son billet. Il a ensuite été de nouveau verbalisé, cette fois-ci à Nantes, parce qu'il ne pouvait pas prendre la correspondance étant donné qu'il n'avait toujours pas de billet. Suite à cela, il serait parti, voilà, quelqu'un l'aurait vu partir de la gare. Et après ça, cet homme s'est volatilisé. Mais quand je vous dis volatilisé, on est en 2021. Aujourd'hui, personne ne sait encore où il est. Il n'y a aucun mouvement sur sa carte bancaire, ni sur sa carte vitale. Son téléphone, 30 minutes après qu'il soit parti de la gare, a borné dans le quartier de la Beaujoire à Nantes, et c'est la dernière fois qu'on a entendu parler de cet homme. Une autre disparition a été mêlée à cette affaire. Est-ce qu'il a été tué pour qu'on ne sache pas qui c'est? Est-ce qu'il a disparu? Est-ce qu'il s'est tué parce qu'il aurait pu se suicider? Je vous laisse mettre vos théories en commentaire réellement, voilà. Je vous dirai un petit peu ce que j'en pense à la fin de cette vidéo. Le 26 juin 2019, Gérald sera totalement mis hors de cause de cette affaire concernant le meurtre de Catherine. Le 5 mars, une reconstitution est organisée avec Mamadou. Pour vous immerger également dans cette affaire, je vous invite à aller voir le récit de On de la raconte sur l'affaire de l'inconnu de la Poste, qui s'est inspiré du livre de Florence Aubenas, L'inconnu de la Poste, qu'elle a édité et qui parle de cette affaire. Affaire qu'elle a vraiment vécue puisque en fait elle s'est immergée dedans, elle a connu Gérald, elle s'est rendue sur place, elle a vraiment été au cœur de cette enquête. Je n'ai pas lu ce livre, je vous invite cependant à le lire si cette affaire vous intéresse. Il y a d'autres livres que je suis en train de lire pour d'autres affaires. Mais une anecdote qui m'a vraiment marquée, justement, dont elle parle dans la vidéo de Ondelat, c'est qu'en fait, le jour où Gérald a disparu, elle était en contact avec lui. En fait, quelques jours auparavant, il lui avait téléphoné en lui disant qu'il ne savait pas comment se rendre sur place et qu'il n'avait pas d'argent pour se payer un billet pour s'y rendre. Elle lui avait donc dit qu'elle lui passait de l'argent pour se payer un billet. Le lendemain matin, le colocataire justement de Gérald l'appelle en lui disant « Je suis vraiment désolée, on a bu tout l'argent en fait. » Ils avaient bu de l'alcool. Et il l'a quand même déposé à cette gare, et à cette gare où il n'a jamais été retrouvé. Elle a donc été convoquée par la police, suspectée de l'avoir laissé s'enfuir, enfin aidé à s'enfuir. Voilà, je trouvais ça quand même fou que cette journaliste qui s'est vraiment impliquée dans cette affaire a été même prise dedans, si vous voulez. Actuellement, Mamadou Diallo attend son jugement. Il a été repoussé et ne peut pas se tenir apparemment en 2021. Son avocate pense clairement que c'est une erreur judiciaire, qu'il commette une énorme erreur et qu'il a juste dérobé de l'argent, qu'il n'aurait pas pu commettre le crime parce que sinon il aurait laissé des empreintes au niveau de la victime, que le criminel aurait sans doute mis des gants et que c'est pour ça que l'ADN n'a pas été retrouvé. Cette avocate, c'est Sylvie Noachowicz. Elle est connue pour son combat dans l'affaire Omar Haddad, que je pense que vous connaissez. Et d'ailleurs j'aimerais en parler sur ma chaîne, donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à me le dire. Voilà, cette affaire est donc maintenant terminée, enfin toutes les informations que j'en ai. En plongeant dans cette affaire, je ne pensais pas qu'il y aurait autant de rebondissements si vous voulez. J'avais vu que voilà, il y avait des choses, que ça partait sur plusieurs informations, qu'on ne savait pas qui c'était, qu'il y avait ça, qu'il y avait ci, mais le fait que ce Gérald ait disparu également, le fait qu'on ne sache actuellement peut-être pas toujours qui c'est, tout ça, ça m'a vraiment passionnée, même je me suis dit que j'allais peut-être lire le livre. Et moi, ma théorie sur cette affaire, c'est que je pense honnêtement que Mamadou a tué Catherine parce que ce que dit justement la journaliste Florence Aubenas, c'est que comment est-ce que ça serait possible qu'un homme qui viendrait du coup tuer quelqu'un pour de l'argent laisserait de l'argent dans le coffre? Pour quelle raison? Et là, j'en vois pas. À part si c'est un crime passionnel, et dans ces cas-là, en fait, l'ex-mari pourrait être de nouveau mêlé à cette enquête, de nouveau interrogé, puisque ça pourrait être lui et qu'il aurait fait semblant de piquer de l'argent, qu'il en aurait laissé, et c'est là que Mamadou interviendrait en ayant pris. Parfois, l'évidence est quand même la plus vraie. Enfin, je pense.
Je vous laisse vraiment me mettre vos théories en commentaire. Si vous avez vu d'autres rebondissements, n'hésitez pas non plus à me le dire. C'est une enquête que j'espère vous faire découvrir. Je vous laisse toujours les suggestions en fin de vidéo, n'hésitez pas vraiment à y répondre en commentaire aux suggestions que vous souhaitez que je traite la semaine prochaine. La semaine prochaine, ça sera donc normalement une salve actu. Je vous attends nombreux, hein. Je vous dis à très bientôt, on se dit à la semaine prochaine. Portez-vous bien, faites attention. Ciao!